Bonjour à tous, bonjour, je suis Fanny, coach et sophrologue. J'aide les femmes à oser prendre leur place sans culpabiliser au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de gestion émotionnelle, de connaissance et d'amour de soi avec Stan Carré, que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir et d'interviewer aujourd'hui. Bonjour Stan. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Alors Stan, tu es sophrologue et coach en développement personnel. Tu es également conférencier, tu organises surtout des retraites spirituelles en France, dans les quatre coins du monde. Et d'ailleurs, il me semble que tu es passé à Toulouse il n'y a pas très très longtemps, à côté de chez moi. Tu es auteur de 4 livres, dont le tout dernier, Vivre sans souffrir. Alors, c'est un véritable manuel de développement personnel avancé où tu traites plusieurs thématiques qui visent à se libérer de l'angoisse, de la peur, de la colère, de la tristesse ou encore de la culpabilité pour retrouver la paix intérieure. Depuis 2015, tu étudies la souffrance émotionnelle qui a donné naissance à ton premier livre, Le journal d'un explorateur de la conscience. Là, c'est un véritable journal de ton aventure intérieure et spirituelle. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton histoire personnelle, de ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, puis nous dire exactement ce que tu fais maintenant? Eh bien, Fanny, déjà, merci de me recevoir et je suis Merci. heureux d'être là pour cette interview. Alors, merci pour ta présentation. Alors, pour te répondre de ce que j'ai traversé émotionnellement, c'est-à-dire un peu de mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, moi, j'ai vécu jusqu'à 19 ans à Strasbourg, au niveau familial, avec une personne qui avait un comportement toxique, très Mm. toxique même, pour Mhm. moi. Je suis parti quand j'avais 19 ans. J'ai eu un peu de temps avant de couper totalement les ponts avec cette personne. Après ça, j'ai travaillé à la CAF pendant 2 ans parce que j'avais besoin d'un job et que c'était un job qui passait, on va dire, ça va. Et Mhm. ensuite, j'ai voulu développer petit à petit ce que j'aimais. J'ai voulu comprendre ce que j'aimais et travailler dans ce que j'aimais. Et donc, j'ai développé petit à petit mon entreprise, on va dire. Moi, je suis entrepreneur, mais j'ai développé petit à petit mon coaching. Maintenant, je travaille dans le coaching en développement personnel. J'écris des livres, comme tu as dit, j'organise des retraites spirituelles. C'est un peu là où j'en suis. Ok. Donc, à travers ton histoire personnelle, on retrouve, quand on regarde tes vidéos, tout ça, on retrouve vraiment les valeurs de liberté, de spiritualité. Et tu as beaucoup travaillé sur ton propre détachement émotionnel. C'est bien ça. Donc, quelle est la première chose que tu pourrais, que tu pourrais dire aux gens à faire, en fait, pour se libérer, pour se détacher émotionnellement d'un passé douloureux? Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de t'en libérer et de vivre la vie qui te ressemble aujourd'hui? Pour se détacher d'un passé douloureux, donc Ouais. ça veut dire quand tu as des émotions de souffrance, tu souhaiterais des conseils pour, enfin, que je donne des conseils pour dépasser une souffrance, c'est ça? C'est ça, pour En dépasser gros, pour faire la un stade. transition d'une période de souffrance à une période où on se sent bien, c'est ça? C'est ça. Pour sortir du passé, du coup, qui plombe en fait certaines personnes, qui font qu'elles sont tournées vers le passé, qu'elles ont du mal vraiment à regarder, le futur avec sérénité. Ok, ben, je pense que c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir ça, parce que le passé, il va pas avoir le même impact sur tout le monde. Sur certaines personnes, il va avoir un impact dans le sens où il y a de la tristesse et de la nostalgie. Pour d'autres personnes, il va y avoir de la culpabilité et du mal à se pardonner. Pour d'autres personnes, il va y avoir de la colère, de la rancœur. Après, il y a aussi des traces qui sont un peu plus, on va dire peut-être même plus dures à enlever. C'est toutes les traces qui sont liées aux angoisses, au traumatisme Mmh. de ce qu'on a vécu dans le passé, qui vont créer des angoisses ou des pensées obsessionnelles ou des croyances limitantes ou une tendance à vouloir éviter quelque chose et comme la peur de l'échec ou ce genre de choses. Et ça, ben, je pense qu'on ne vit pas tous la souffrance de la même manière. Donc, si je dois donner un conseil général, vu que le pensée ne nous impacte pas tous de la même manière, pour moi, mon Ouais. conseil général, ce serait, il faudrait trouver, il faudrait faire une sorte d'observation de soi pour voir quelle est l'émotion qu'on vit et à quelle pensée cette émotion est liée et à quel moment elle se manifeste, pour essayer d'avoir une vision plus nette de ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui distinguent pas forcément leur pensée de la réalité. Et donc, quand ils ont par exemple peur de l'échec, ils sont pas conscients qu'ils ont peur de l'échec, ils essaient juste d'éviter l'échec, mais sans en être conscients. Par exemple, ou s'ils ont peur d'être abandonnés ou d'être quittés, ben, ils le font juste, mais sans en avoir conscience.
Donc je pense que dans un premier temps, faire une sorte d'observation de soi pour voir un peu quelle est la souffrance, comment on peut nommer cette souffrance qu'on ressent, angoisse, culpabilité, colère, dépression ou autre, et ensuite de voir à quelle pensée elle est liée et aussi dans quel contexte est-ce qu'on a le pic d'angoisse ou d'émotion où il est le plus actif. Et ça permet déjà d'avoir une vision plus nette de la situation. C'est un bon début pour travailler dessus, je pense. Oui, tout à fait, oui, de clarifier un petit peu les choses déjà dans un premier temps. Oui. Du coup, la souffrance pour toi, elle a un rôle. Est-ce que, qu'est-ce qui fait que du coup, certaines personnes restent dans ce rôle de victime de souffrance? Et puis, du coup, il y en a d'autres qui arrivent à transcender ça pour avoir la vie qu'ils veulent. Enfin, la souffrance pour toi, elle joue un rôle quelque part? Alors, la souffrance, je pense que des fois, enfin, qu'elle a toujours un rôle, mais des fois, elle a plus de rôle actuellement. Ce que je veux dire, c'est que, Mmh. ben, je vais nuancer mon propos, c'est que selon l'auteur Khalil Gibran, il dit que la souffrance, c'est la rupture de la coquille dans laquelle notre intelligence est enfermée. Et je trouve que c'est une Ouais. belle métaphore. Mmh. La souffrance, je pense qu'elle est là dans certains cas. Enfin, elle a plusieurs utilités et de ce que j'ai pu observer, notre organisme, il va la produire dans plusieurs cas de figure différents. Par exemple, des fois, elle sert à nous indiquer qu'on essaye de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire ou qu'on essaye d'obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir de la manière dont on essaye de l'obtenir. Par exemple, quelqu'un qui ne nous donne pas d'affection, si on essaye d'obtenir l'affection de cette personne alors qu'il ne nous en donne pas du tout et qu'on croit que si on se comporte comme il faut, il va nous en donner et qu'on n'en a pas, bah, la souffrance, elle est là pour nous montrer que en fait, ça ne marche pas, qu'on croit qu'on peut, mais en fait, on ne peut pas. Et des fois, la souffrance, elle a un rôle de nous amener à prendre conscience de nous et à arrêter de se comporter d'une manière qui ne fonctionne pas ou qui ne nous donne pas ce qu'on veut, et donc de sentir qu'on est impuissant à obtenir ce dont on a besoin ou ce qu'on veut et de ressentir un blocage. Et des fois, la souffrance, elle est là parce que c'est une trace traumatique. Donc dans ce cas, je pense qu'elle n'a pas vraiment un rôle très précis, mais elle en avait dans le passé. Par exemple, un enfant qui a été battu et qui a appris à se la fermer pour éviter de se faire frapper. Et quand il est grand, bah, il continue à se taire et à ne pas s'exprimer. Bah, quand il est grand, du coup, la souffrance, elle n'aura plus vraiment de rôle, en fait. Peut-être qu'elle aura le rôle de lui montrer qu'il faut qu'il voit les choses différemment, mais des fois, il y a juste des traces traumatiques, en fait. Et dans certaines situations, il y a une souffrance vive qui va se réactiver. Pourtant, elle ne nous prévient pas d'un danger, ou il y a même d'autres situations, tu vois, enfin, bah, je pense que tu sais aussi, hein, mais mon avis, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a d'autres situations où on a vraiment compris la situation, on a vraiment fait un travail sur soi, on a compris notre passé, on a Mmh. compris quelles étaient nos croyances limitantes, et ainsi de suite, Mmh. et la souffrance est quand même là. Mmh. Donc je pense que là, il faut juste faire un travail dessus, hein, et juste entraîner notre esprit, bah, justement, comme tu pratiques la sophrologie aussi, je pense que c'est une très bonne méthode pour ça. Exactement, exactement. OK, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vivent un conflit intérieur? Tu sais, ce conflit qui sont partagés entre je veux m'épanouir, je veux avoir une vie qui me ressemble, suivre mon désir et mon cœur, et en même temps, il y a l'entourage, j'ai peur de quitter mon travail, j'ai peur de quitter mon conjoint, j'ai peur de souffrir, de pas y arriver, d'être en insécurité. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui vivent ce problème, qui plongent vraiment dans l'immobilisme, la perte de sens, ça peut aller jusqu'à la dépression? Heu, voilà, comment ils peuvent trouver la porte de sortie, le courage, d'écouter leur cœur, selon toi? Bah, d'accord. Des conseils pour les gens qui vivent un conflit intérieur, comment ils sortent de là, en fait, c'est ça? Ouais, comment on sort de là? Ouais. Bah, déjà, je pense que ça dépend, encore une fois, de ce que vit la Ouais. personne. Si le conflit dans certains cas, le conflit intérieur, il va partir avec une compréhension. Parce que, dans un premier temps, mon premier conseil, c'est voyez si vous vivez une relation toxique. Parce que si le conflit intérieur, il est là à cause d'une relation toxique, du style je suis partagé entre me sacrifier parce que ça rendra l'autre heureux et suivre mon cœur, la réponse pour moi, elle est plutôt évidente. Donc ça ne veut pas dire simple, des fois c'est difficile, mais la réponse, elle est plutôt évidente. Pour moi, ce serait c'est une relation toxique, donc c'est normal qu'on n'arrive pas à faire ce que l'autre demande parce que ce que l'autre demande est contraire à notre épanouissement ou à notre bien-être. Donc c'est logique qu'on n'y arrive pas, donc on n'est pas anormal de vouloir. Après, il faut voir ce qu'on fait de la relation, si elle peut changer ou pas. Après, si le conflit intérieur n'est pas lié à une relation toxique, le conseil que je peux donner aux personnes, c'est prenez votre temps et pas de pression pour faire un choix rapidement. Parce que si déjà tu ne sais pas quelle est la bonne décision, et en plus on te dit choisis la bonne décision vite, c'est Mmh. super chaud.
se mettre trop de pression pour trouver trop rapidement, même si c'est quelque chose qui est existentiel et qui est très important, je pense qu'il faut accepter le rythme d'évolution de la problématique des fois et accepter qu'on doit faire des tests, qu'on doit essayer les deux choix avant de vraiment savoir et tout. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment faire redescendre la pression en s'enlevant le sentiment d'urgence qu'il faut trouver vite la réponse. S'il n'y a pas une réelle urgence, s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est en danger de mort ou un truc du style, mais s'il n'y a pas une réelle urgence, voilà mon conseil. Tout à fait. C'est d'aller gérer plutôt la frustration, en fait, que ça engendre sans se mettre vraiment la pression. Ouais, exact, c'est ça. La frustration, c'est bien dit. Ok. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un énorme paradoxe chez l'être humain, c'est de dire je veux être aimé tel que je suis, mais j'ai aucune intention finalement d'aller me connaître moi-même tel que je suis. Finalement, on cherche l'amour à l'extérieur en fait. Et j'ai la sensation, selon moi, qu'on va polariser l'amour. Euh, voilà, si je suis complimentée, je m'aime. Si je suis critiquée, je suis pas aimable. Alors que l'amour, selon moi, ben, c'est justement d'accueillir la synthèse des deux, d'accueillir autant la critique que la valorisation. Comment on fait du coup pour moins réagir au positif et au négatif, voire même arrêter d'être accro aux compliments, arrêter d'être stimulé par l'extérieur et aussi arrêter de souffrir, de fuir le rejet, de fuir la critique, revenir vraiment à un amour véritable de soi, c'est-à-dire une certitude intérieure, une gratitude, une présence véritable. Comment on peut commencer à travailler, à apprendre à s'aimer, à arrêter d'attendre de l'extérieur au détriment de nos propres valeurs? Ok Fanny, j'aime bien les questions que tu me poses parce qu'elles sont dans le comment. C'est cool, c'est vraiment Oui, la c'est solution. axé dans le comment, bien sûr, ouais. C'est ça, comme tu es aussi coach et sophrologue, donc c'est top. J'aime bien cette démarche. Vraiment, il y a le problème. Comment tu fais pour le dépasser, quoi? Exact. Du coup, moi, je pense que dans un premier temps, et je vais nuancer avant d'expliquer mon comment, pour moi, c'est important, je pense, euh, de pas aller dans l'extrême inverse, parce qu'il y a des gens qui sont, on va dire, dépendants du compliment et ils se disent, ouais, l'amour, il doit pas venir de l'extérieur, il doit venir de l'intérieur. Et ça, des fois, c'est la porte ouverte aux relations toxiques, parce que si tu as cette croyance que tu dois travailler sur toi pour tolérer que ça doit pas Tout venir de à fait. l'extérieur, Mm, il y a peut-être des gens mal intentionnés qui peuvent jouer sur cette croyance pour en profiter. tout à fait. Donc, moi, je dirais, c'est bien si l'amour, il vient de l'extérieur aussi, parce que c'est cool d'être entouré de personnes positives, de gens sympas, de gens qui nous tirent vers le haut et tout. Après, c'est important que l'amour qu'on a pour nous-mêmes, il ne dépende pas de l'amour qu'on nous donne. Et ça, je pense que c'est là-dessus, voilà, c'est un peu les deux. Je pense que c'est indispensable d'avoir de l'amour pour soi, et c'est cool d'avoir aussi de l'amour et de l'amitié qui viennent de l'extérieur. Et voilà, faut trouver un juste milieu entre les deux. Mais que l'amour qu'on a pour soi, il ne dépende pas de celui qu'on nous donne. Voilà, c'est ça. C'est de ne pas Après, le dépendre du comment, regard. oui, oui, dis-moi, pardon. Oui, c'est de ne pas dépendre du regard de l'autre, en fait, à chaque fois. Exactement. Exactement, de bien rendre le regard de l'autre à l'autre. De style que si Ça. l'autre nous juge ou nous parle mal ou nous méprise, c'est important de pas croire que c'est nous qui sommes l'objet de mépris, en fait, que de croire que c'est de voir que le mépris vient de l'autre. Et donc, c'est l'autre qui est. S'il doit y avoir une erreur entre les deux, je pense qu'aucun des deux n'est une erreur, mais s'il doit y avoir une erreur entre les deux, elle est dans l'autre, en fait, pas dans nous, tu vois. Mm, Enfin, mm. c'est comme ça que je le vois. C'est un truc qui peut te permettre de déculpabiliser. C'est quand on te méprise, tu te dis pas, ouais, c'est que je le mérite ou que tu ressens pas que tu es méprisable. Donc tu te dis, en fait, même si j'ai fait quelque chose qui est pas parfait, même si j'ai fait une erreur, le fait, il y a d'autres personnes qui m'auraient pas méprisé dans la même situation. Et il y aurait d'autres personnes qui m'auraient traité avec humanité. Donc le fait que l'autre me méprise, ça témoigne que il a peut-être un truc à travailler avec le mépris. Et peut-être qu'avoir cette vision des choses, ça permet bah, Ouais, de moins dépendre du regard des autres. tout à fait. Tout à fait. Du coup, le comment, le comment au niveau des actions plus concrètes, comment on fait pour commencer à faire une action d'amour pour soi? Ce serait quoi l'action d'amour à faire au quotidien? L'action d'amour pour soi, bah, je dirais déjà se construire un meilleur cadre de vie. Ou un cadre de vie, enfin meilleur, pas forcément, mais un cadre de vie qui nous plaît, on va dire, Qui tout nous plaît, simplement. ouais. Mmh. Et mettre nos efforts, œuvrer pour notre propre intérêt. Ça ne veut pas dire rien faire pour les autres. Souvent, notre propre intérêt, c'est aussi celui des autres, mais celui qu'on a choisi, œuvrer pour la cause qu'on choisit. Je pense que c'est une action d'amour pour soi, pour se construire la vie qu'on veut. Et après, voilà, je pense que c'est déjà un bon début, parce que Ouais. quand on sait dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on a envie de construire dans notre vie, ben, on est plus difficilement détournable de nos objectifs. Si tu as vraiment des priorités, si tu sais ce qui est important, si par exemple quelqu'un te dit
il crée une relation avec toi et te dit Fanny, il faut que tu arrêtes de faire ton travail, ta chaîne YouTube et tout, c'est pas bon, faut que tu arrêtes et tout. Et toi, tu sais que tu as envie de le faire, donc tu vas pas laisser faire. Et rien que ça, c'est bien, tu vois. Enfin, c'est C'est comme ça ça, que je le vois, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, quand on s'est branché son propre cap, c'est vrai qu'on est plus solide. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais, OK. On va parler de spiritualité, mais surtout du piège de la spiritualité. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai vécu ce phénomène dans le passé, où je suis restée bloquée un petit peu, tu sais, perchée là, en haut, et j'avais du mal à matérialiser les choses parce que, j'ai ouvert à la spiritualité et en tant que coach, du coup et sophrologue, on a vraiment, à cœur d'apporter des outils d'autonomie, mais pour que les gens puissent s'entraîner et passer à l'action et je vais observer ce phénomène chez des clientes qui arrivent et qui sont dans la spiritualité, mais du coup qui ont vraiment du mal à passer à l'action. Selon toi, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que la spiritualité peut devenir un piège? Et qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour, trouver le bon équilibre? Merci Fanny pour ton partage, je trouve ça très pertinent. Je pense que dans la spiritualité, il y a plein de pièges différents dans lesquels on peut tomber. Donc c'est pas dans la spiritualité en elle-même, parce que ça dépend de la définition qu'on a de spiritualité, mais si Bien c'est sûr. développer une vision du monde qui dépasse la matière ou un truc du style, avec d'autres phénomènes que les phénomènes de la matière ou du mental, et qu'il y a d'autres phénomènes que cela, ou un truc du style, enfin, ça peut être une très belle approche, il peut y avoir plein de bonnes choses en lien avec, je sais pas, la loi de l'attraction, les demandes à l'univers, ou d'autres formes d'énergie Mmh. dont on n'a pas forcément conscience qui nous entourent. Mais donc il peut y avoir des aspects très positifs. Après, le piège, il y en a plein. C'est ça. Et c'est souvent des fausses idées qui sont, enfin des idées qui ne correspondent pas du tout à la réalité, qui créent pas mal de croyances limitantes. Par exemple, comme tu as dit, les gens qui ont du mal à passer à l'action, c'est clair que dans la spiritualité, ben, c'est un peu, y a pas mal de courants dans la spiritualité, pas tout le monde, hein, chacun est unique, Mmh. mais il y a pas mal de courants qui font l'apologie du non-agir. C'est ça. Dans le sens, genre, tu dois être dans le moment présent, tu dois pas avoir d'objectif ni de désir, comme le bouddhisme. Oui. J'avais vu ou lu, je sais plus si je l'ai entendu dans un livre audio ou si je l'ai lu dans un livre papier, mais c'était un enseignement de Bouddha qui disait une fois que tu as réussi à supprimer tes désirs, tu ne peux plus t'en servir, c'est le désir qui cause la souffrance. L'homme qui a réussi à vaincre ses désirs ne peut plus s'en servir, comme un amputé ne peut plus se servir de ses bras ou des trucs comme ça. Genre, c'est ça qu'il faut attendre. Mais si tu n'as plus de désir, après, tu te demandes justement qu'est-ce que je fous là. Mais le problème, c'est que si tu adhères vraiment à ce type de courant de spiritualité-là, c'est que tu n'oses même pas te poser la question quel est le sens de ma vie, parce que justement, ça voudrait dire que tu as le désir de trouver du sens. Je trouve ça que c'est super pervers en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et aussi pareil, genre faut profiter du moment présent, il faut trouver ton plaisir dedans. Oui, mais bon, si t'es une femme battue, le moment présent, tu vas pas en profiter, quoi. Pareil. Donc je pense qu'il y a une nuance à faire entre ça et je pense que c'est important d'être bien en soi, parce que si on est malheureux en soi, c'est clair que si ça vient vraiment que de nous, en fait, et on pourrait être n'importe où sur la planète, on va se sentir mal. Mais par contre, des fois, changer d'environnement, ça fait du bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre agir et modifier son environnement. Et des fois, c'est rien que ça, rien que ce déclic qui fait qu'on est bien en nous. À partir du moment où on renonce à nos désirs, on se sent mal. Mais à partir du moment où on se dit, ouais, en fait, je vais matérialiser mes désirs, direct, ça fait un soulagement, de la motivation et un courant, alors qu'on n'a pas bougé de notre canapé. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut être bien en soi, mais ça dépend de la manière dont on oriente notre esprit et qu'il faut trouver un équilibre entre cultiver la paix intérieure, apprendre à maîtriser ses pensées et ses émotions pour ne plus souffrir, mais aussi faire des actions à l'extérieur, pardon, pour se créer un cadre de vie sain qui nous correspond et qui nous permet de nous épanouir. Voilà mon avis. Super, merci pour ton avis là-dessus. C'est vraiment Je t'en prie. beaucoup plus clair. Justement, l'environnement. L'environnement, c'est essentiel pour trouver son équilibre, c'est vrai, et pour s'épanouir au quotidien. Tu as publié un livre justement sur les pervers narcissiques en 2019, qui est en lien avec ton histoire aussi, où tu parles de relations toxiques avec les manipulateurs. Pervers narcissiques, on voit comment les identifier, les fuir et se reconstruire derrière. J'ai moi-même vécu une relation de couple avec un pervers narcissique. Ma première question par rapport à ça, c'est comment on les reconnaît? Comment on les reconnaît et surtout pourquoi ils sont attirés par des personnes sensibles, empathiques, voire hypersensibles? Alors, comment reconnaître un pervers narcissique? Ben, ça dépend si on veut le reconnaître sur le long terme ou sur le court terme. Il y a d'autres trucs à donner. Mais après, si on veut le reconnaître sur le court terme, c'est principalement quelqu'un qui va avoir une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Ouais, qui va dire une chose et faire l'inverse, ou faire une chose et dire l'inverse, ou dire un truc un jour et dire l'inverse l'autre jour. oui. C'est quelqu'un qui va avoir une inconstance dans la manière dont il vous traite. Donc ses émotions à votre égard, elles sont très fluctuantes. Il est jamais orienté de la même manière envers vous. Il n'a jamais les mêmes intentions envers vous. C'est quelqu'un qui va renier vos besoins. Et à chaque fois que tu vas dire que tu as un besoin, que toi tu as envie de sortir plus, ou que tu as envie d'avoir plus d'espace vital, ou je sais pas quoi, ou quel que soit le truc que tu vas exprimer, ou que tu vas lui demander de se remettre en question, ça va toujours revenir à ton besoin, il doit être supprimé. Il va pas le dire de manière aussi directe, jamais, enfin la plupart du temps, des fois ça peut arriver, mais voilà, souvent il le dit pas de manière si directe, mais ça en arrive à ça en aboutissement. C'est aussi quelqu'un qui ne va pas s'estimer être responsable de ce qu'il fait. Donc, si Mm. j'ai fait ça, c'est de ta faute parce que toi, tu as fait ça, et ainsi de suite. Mais dans les faits, il est responsable de tout ce qu'il fait. Et absolument, il est responsable de l'état de malheur dans lequel il prétend se trouver, ou dans lequel il mime se trouver jusqu'à y croire. Et c'est aussi quelqu'un qui a, pour moi, c'est un trouble mental. C'est impossible d'être en connexion réelle avec la personne qui est derrière le personnage. Mm. Après, des signes pour reconnaître le pervers narcissique, c'est aussi que il va, euh, il va y aller crescendo. Peut-être qu'à un moment, il y aura une sorte de palier où il va plus trop bouger, mais en général, il va crescendo. Et plus la relation avance, plus la relation se dégrade. Donc, c'est pas une relation qui se renforce avec le temps. C'est pas un arbre qui grandit avec le temps et qui se renforce. C'est un arbre que tu le rencontres, il a l'air tout beau, et à la fin, ben, votre relation, c'est une espèce de vieux tronc desséché avec le tonnerre et l'orage, quoi. C'est tout à fait ça, ouais. Et quelle était la deuxième partie de ta La deuxième question? partie de la question, c'est pourquoi ces personnes-là sont souvent attirées par les gens qui sont sensibles, hypersensibles. Ah bah, souvent, les gens hypersensibles, c'est des gens qui se remettent beaucoup en question. Parce que comme Mm. ils sont hypersensibles, ils ont développé un fonctionnement euh, mental différent, et ils travaillent pas mal sur eux, ils sont prêts à. Ils ont de l'égard pour l'autre, et pour les émotions de l'autre, ils n'ont pas envie de blesser l'autre ou de faire du mal à l'autre. Et c'est des gens qui ont aussi du mal souvent à concevoir que la méchanceté gratuite puisse exister. Ouais, Et donc tout ça, ben, c'est la porte ouverte aux relations toxiques. C'est facile exactement. de manipuler quelqu'un comme ça. Ça dure en général. Enfin, des fois, ça peut durer très longtemps, ça peut durer des décennies pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça dure un temps. Attends, t'es au plus bas, après tu te dis non, plus jamais, ça va pas ça. Et après, bah. Enfin bon, j'abrège un peu, mais voilà. Ouais, ouais, c'est ça, quelque part, bien sûr. Est-ce qu'un manipulateur pervers narcissique, il est toujours conscient, est-ce qu'il est conscient de sa manipulation, de son comportement? Est-ce que ça peut être inconscient comme comportement? Est-ce que moi, je peux être une pervers narcissique sans le savoir, par exemple? Ben, déjà, ça dépend de ton comportement. Je pense pas que tu en sois une. Après, Oui, ça moi, oui. dépend. Pour moi, pervers narcissique, c'est pas genre une couleur de peau ou un truc comme ça. C'est un fonctionnement Enfin, moi, je le vois comme un fonctionnement psychologique Bien sûr. très particulier, et qui a vraiment des similitudes. On peut le repérer. Donc, le pervers narcissique, en général, en fait, il bascule entre, mon avis, c'est qu'il bascule entre différents niveaux et états de conscience, et il jongle entre ces niveaux et états de conscience. C'est pour ça qu'on va retrouver des avis sur Internet qui disent le pervers narcissique, il est conscient de ce qu'il fait, il sait quand il vous fait du mal. Et tu as d'autres personnes qui disent non, le pervers narcissique, il est inconscient, il est dans un délire, il est en incapacité de percevoir la réalité telle qu'elle est. Et je pense que les deux avis sont vrais, mais il faut les Ouais. combiner. Dans le sens où, des fois, il a, on dirait, un éclair de conscience. Tu as Mhm. l'impression qu'il prend conscience de ce qu'il t'a fait, que c'est pas bien, que ça t'a fait du mal, qu'il faut plus le faire. Et le lendemain, il oublie. Et le lendemain, des fois, il peut jubiler pendant qu'il fait du mal, pendant qu'il met des coups, pendant qu'il insulte. Des fois, il peut avoir un rictus sadique. Et à d'autres moments, il peut se comporter comme s'il était une victime, alors que c'est lui qui est en train de vous détruire. Donc pour moi, il a développé une, je sais pas si on peut appeler ça une capacité, mais ça ressemble à une capacité. Enfin, bon, je trouve pas vraiment ça drôle, mais voilà, c'est un peu le burlesque de la situation, qu'il a développé une sorte de Ouais. capacité à se mentir et à s'auto-persuader instantanément de son mensonge et à basculer instantanément dans le déni. Et donc il va basculer entre différents états de conscience. C'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. C'est ça. C'est vraiment, je ne me remets pas en question. C'est cette incapacité, du coup, à se remettre en question aussi. Exactement. Après, il peut avoir l'impression de se remettre en question temporairement des fois, si c'est pour récupérer la personne qui essaye de partir, ou à d'autres moments, des fois, c'est très rare, mais ça arrive qu'ils disent oui, oui, en fait, je me rends compte, il faut plus que je fasse ça, mais ça va jamais durer. Au Mhm. mieux, ça dure quelques jours. C'est ça. Ok. J'aimerais qu'on parle de ton parcours, Stan. J'aimerais qu'on parle de ton parcours de coach et de sophrologue quand tu t'es lancé. Est-ce que ça allait de toi? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur?
Est-ce que tu peux nous faire part de tes peurs, de tes doutes, de tes débuts, voire même de tes erreurs dans le lancement de ta carrière? OK. Donc tu m'as dit mon parcours de sophrologue, mes doutes au début, enfin, est-ce que c'était quelque chose d'évident ou pas pour moi, c'est ça? Oui, est-ce que ça a été une évidence ou est-ce qu'il y a eu, vraiment le déclic de: «C'est bon là, je j'en peux plus, je passe à ça», enfin, il y a eu un déclic, un événement où. Alors moi, je savais que je voulais être, coach en développement personnel. Je l'ai pas toujours su, hein. Je l'ai su quand j'ai voulu le faire, quoi, c'est tout. Mais une fois que je l'avais décidé, j'en étais sûr. J'avais pas de doute, en fait. Je savais que c'était la j'avais pas d'autre idée en même temps, donc Mmh. voilà. C'était ma meilleure idée, on va dire. Ouais. Après, j'en cherchais pas d'autres non plus, mais c'était ma meilleure idée, voilà, et c'est ce Mmh. que je voulais faire. Après, ça a pas forcément été évident parce que se lancer, c'est pas forcément évident. Je trouve que ça demande beaucoup d'efforts pour commencer, Mmh. et après ça va. Ouais, oui, maintenant ça fait du coup, 5, ça fait plus de 6 ans du coup, pour toi? Ouais, ça fait, près de 6 ans, on va dire. Ouais, belle carrière en tout cas. Bah, merci, je fais ce que je peux. Tu t'en sors très, très bien. Lorsque j'ai pris contact avec toi, Stan, la première fois, c'était lors d'une séance. À l'époque, j'étais encore du coup en école de sophrologie. J'avais en tête aussi les projets, d'accompagner les gens en sophro et en coaching. J'avais pris cette séance parce que j'avais terriblement peur de parler en public et je me souviens que, tu m'avais, donné ce challenge de faire, un atelier de sophrologie avec un petit groupe de personnes pour dépasser ma peur et ça a été pour Oui, moi je en me fait souviens. oui et ça a été pour moi une marche qui a été importante vers mes accomplissements et j'ai appris petit à petit à ne plus avoir peur d'avoir peur, en fait et aujourd'hui, du coup, bah, je fais des vidéos, je prépare des conférences et du coup, j'ai 2 questions par rapport à ça. Est-ce que la notion de la confiance en soi, c'est pas un mythe finalement qui laisserait entendre que la peur peut vraiment disparaître complètement? Alors que le vrai problème, ça se trouverait plutôt dans le rejet qu'on a des symptômes de la peur au final? Est-ce que finalement la clé de la confiance en soi, c'est pas plutôt d'aller chercher le courage de faire des petits pas avec la peur à côté de nous? Je pense que, les 2 sont vrais, en fait, et je pense que c'est une question pertinente. Je suis d'accord que, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, qui croient qu'avoir confiance en soi, ça veut dire plus avoir peur et être à l'aise partout. Alors que, je dirais oui et non d'un côté, parce que quand tu as vraiment confiance en toi de le faire, ben, en général, la plupart du temps, tu as plus peur. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire qu'il faut supprimer la peur avant d'agir, parce que sinon, la peur, la plupart du temps, elle s'en va quand tu agis. Donc, pour moi, c'est important d'avoir peut-être confiance en notre capacité de surmonter la peur ou d'agir malgré la peur. Et une confiance en notre capacité que même si c'est inconfortable, on va finir par mener l'opération jusqu'au bout et par mener la mission à bien. Yes. Donc, je pense que c'est bien de trouver un juste milieu entre j'ai confiance et je vais agir malgré la peur. Enfin, j'ai pas confiance du tout, je suis terrifié et je vais agir malgré la peur et je vais le faire. Et aussi, si on veut avoir vraiment la confiance en soi et zéro peur, bah, il faut agir et répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça devienne dans notre zone de confort. Voilà et du coup, passer à une autre élargir encore sa zone de confort donc du coup, la peur sera toujours là et du coup, c'est vraiment d'aller l'apprivoiser à chaque palier? C'est ça. OK. Alors, j'aimerais connaître les 2 personnes qui t'ont le plus inspiré dans ton parcours et pourquoi? Les 2 personnes qui m'ont le plus inspiré, il y a le docteur Wayne Dyer, c'est une des Yeah. personnes qui m'a le plus inspiré. Après, en deuxième, je vois pas une seule personne précise qui m'a le plus inspiré. Euh, il y a plusieurs petites personnes inspirantes comme ça, mais après, j'ai pas eu forcément genre une personne précise Mmh. qui m'a le plus inspiré comme ça. Il y a mon prof de sophro, Charles Roda, qui a toujours l'école Sophragora à Mulhouse. Ouais. Lui, c'était quelqu'un que j'ai trouvé assez inspirant parce que c'était quelqu'un de très bienveillant et qui avait quand même une grande connaissance des choses et une bonne approche philosophique de la vie et beaucoup d'humilité et aussi un esprit vif, une bonne intelligence. Enfin, c'est ça qui m'a inspiré. Il y a eu mon prof d'aïkido qui a un dojo à Strasbourg. Je crois que c'est Aikido Eurométropole. Et euh, voilà, c'était aussi une personne très inspirante parce qu'il avait une sorte d'énergie assez calme
Et il était aussi bon, humain et bienveillant. Et il avait aussi une sorte de force mentale et physique. Et ça se sentait rien qu'à son aura, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, il y avait le docteur Wayne Dyer, qui est un auteur américain. Tu connais? Oui, je connais, oui. Ok. Ouais. Ben, j'aime beaucoup son travail. Parce qu'il est aussi assez humble dans son travail. Il parle de son parcours de vie, il parle de sa vie, de ses découvertes, des difficultés, des dépressions qu'il a surmontées. Et en plus, il est écrivain, il écrit pas mal de livres. Donc, j'aime bien ça aussi. Donc, voilà. Ok. Après, il est décédé, lui, mais les deux autres, non, Oui, il est heureusement. décédé, lui, ouais. C'est ça. Euh, Comment t'es venue l'idée d'organiser des retraites spirituelles et qu'est-ce qu'on y fait exactement lors de ces retraites? Alors, les retraites spirituelles, l'idée m'est venue parce que déjà, c'est un truc qui m'a toujours inspiré. Ouais. Enfin, pas toujours, je sais pas, mais depuis que je m'intéresse vraiment à moi, que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et tout, c'est un truc qui m'a inspiré. Genre, c'est cool, tu te retrouves avec des gens qui ont le même intérêt pour toi, que toi au développement perso et tu vas voyager quelque part, faire des trucs cool dans un lieu inspirant. Enfin, après, ça dépend de comment c'est fait. En plus, j'ai une amie qui s'appelle Adélia Nollet. J'ai fait une interview d'elle sur ma chaîne YouTube aussi. Enfin, j'ai partagé une interview avec elle sur ma chaîne YouTube, qui fait aussi des retraites. Donc, je lui ai posé quelques questions au début avant de me lancer. Enfin, voilà, c'est cool. Elle fait des retraites de yoga. Moi, je fais pas de yoga. Et, euh, et du coup, les retraites spirituelles, bah, qu'est-ce qu'on y fait? Bah, je veux dire ce qu'on fait dans les miennes, parce que Oui. c'est différent selon l'organisateur. Dans les miennes, on fait du coaching et de la sophrologie. Donc, il y a du coaching de groupe et de la sophrologie de groupe aussi, donc en groupe aussi, et d'autres techniques de pratique méditative. Le coaching, c'est qu'on va choisir des sujets sur lesquels on a envie de progresser et sur lesquels tous les membres de la retraite portent un intérêt. Ouais. Et on va soulever les différentes problématiques auxquelles chacun est confronté et travailler à la fois la compréhension de comment se produit le problème et aussi les solutions qu'on peut mettre en place pour le dépasser. Ensuite, les pratiques style méditative ou sophrologie, ben, tu connais, tu fais de la sophro aussi. Mais voilà, je présente les exercices que j'aime bien, je construis des séances qui sont pertinentes, qui sont puissantes pour le groupe en rapport avec ceux avec quoi on a travaillé. Et pour l'instant, je les organise en France, mais je compte en organiser aussi en Indonésie, en Italie et peut-être ailleurs. Génial. Super, super projet. Ça Merci, donne Fanny. envie en tout cas, ça donne envie. Alors, Stan, pour finir, j'aimerais te poser cette question. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière et voir le Stan qui a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que ce jeune homme-là a besoin d'entendre comme conseil? Le Stan qui a 20 ans. Ouais. Alors, si je pouvais revenir avec ma conscience de maintenant à l'époque, parce qu'avant, j'avais pas le même esprit, donc j'ai fait ce que j'ai fait, je pouvais pas vraiment faire autrement. Voilà. Mais si maintenant je pouvais avoir un entretien avec Stan de 20 ans, j'aimerais déjà bien maintenant, en fait, avoir un entretien avec Stan du futur dans 20 ans. Oui, Il me dire, au fait, t'as fait comment pour avancer là et tout? Je lui dirais, comment je peux brûler les étapes? Mais bon, si je pouvais avoir un entretien avec moi il y a 7 ans, donc, quand j'avais 20 ans, c'est ça, ouais. ben, je me donnerais certains conseils à ne pas faire forcément au niveau des choix relationnels. Comme ça m'évite voilà, ça m'évite quelques petites boucles d'égarement. Mais sinon, ça va, hein, franchement, je m'en suis plutôt bien tiré. Donc, Oui. Sinon, j'ai tu plutôt bien mené ma t'encouragerais en barque. fait. Ouais, tu t'encouragerais. Ouais, j'ai pas fait de grosse erreur en fait. Donc, je pense que j'irai voir Stan à 20 ans avec le livre Vivre sans souffrir d'aujourd'hui. Je lui dirais, tiens frère, lis ça. Et Super, je crois que ça suffit en fait. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stan, pour ce partage. On arrive à la fin. J'aimerais Merci vous dire Fanny. que vous pouvez retrouver Stan sur masophrologie.com, prendre des séances avec .fr. lui. .fr. Massophrologie.fr. .fr. Je vais vous mettre tous les liens en descriptif de la vidéo, les livres, les retraites, ton site. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton actualité? Par rapport à mon actualité, il y a mon livre, Vivre sans souffrir, qui est sorti en livre audio. Ça y est. Ah, yeah, génial, félicitations, super. Merci. Voilà, il est sorti au livre audio sur Audible et je suis grave content. Donc voilà, c'est mon actu. Et je viens même de travailler dessus ce matin pour en parler sur ma chaîne YouTube et tout. Donc voilà. Génial, on mettra tous les liens en descriptif.
Alors, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous l'avez aimé, faites-le nous savoir en commentaire. Alors, Stan, avant de nous quitter, avant de se quitter, est-ce que tu as une citation favorite? Est-ce à nous partager ou un proverbe ou un mot comme ça qui te traverse l'esprit régulièrement et que tu as envie de nous partager? Une citation. Ouais, peut-être une citation de Wayne Dyer, comme on en a parlé. Allez, Ouais. il a dit: Mon passé n'est plus rien d'autre que le sentier que j'ai laissé derrière moi. Ce qui met ma vie en mouvement aujourd'hui, c'est l'énergie que je génère en chaque instant. Je suis bien d'accord avec ça. Bravo, ouais. Le Même le mouvement. passé, quand il est dans notre tête, il est dans notre tête, donc il est dans le présent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'énergie qu'on génère qui Ouais. reproduit le passé dans notre esprit. Exactement. Donc, le tout est de mettre l'énergie en mouvement pour... Dans la direction souhaitée. Exactement. C'est une belle phrase de la fin, une belle citation. Alors, merci beaucoup, Stan. Gratitude infinie à toi pour toutes les richesses que tu nous as partagées. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, Stan. À À bientôt. bientôt, Fanny, À et bientôt. gratitude de m'avoir reçu sur ta chaîne. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou pour une prochaine interview. Bye bye.